Je vous emmène à présent pas très loin, à 2 heures d'avion à peine de Paris, dans un pays qui depuis 24 ans subit le joug de Nicolae Ceausescu. Dictateur, empereur communiste, celui qui se surnomme le génie des Carpates, règne en maître absolu depuis un quart de siècle sur la Roumanie. La Roumanie, véritable univers concentrationnaire, où tentent de survivre 22 millions d'habitants, un peuple en permanence surveillé par la Securitate, la police politique, un peuple plongé dans la peur quotidienne, un peuple qui n'a guère le choix, se taire et survivre, ou parler et mourir. C'est de dire combien sont rares les documents sur la Roumanie, celui que vous allez voir est donc exceptionnel. Clandestinement, une de nos équipes s'est infiltrée dans ce pays et a réussi à filmer la réalité dramatique d'un peuple en survie. Image inédite, reporter Bernard Vaillot, Ghislaine Zé, Marie-Christine Kerver. Il est un degré dans le désespoir où l'homme ne trouve même plus la force de crier. Détruit, laminé, l'individu alors n'a plus qu'à subir, prier ou mourir. Au début du siècle, la Roumanie était une des nations les plus riches d'Europe centrale. Aujourd'hui, 23 millions de Roumains ont le privilège sinistre de vivre dans un pays transformé en univers concentrationnaire. Encastré dans les profondeurs du bloc de l'Est, ce pays, grand comme la moitié de la France, est dirigé depuis le 23 mars 1965 par cet homme, Nicolae Ceausescu. Le communicateur, le Danube de la pensée, le génie des Carpates, aucun qualificatif n'est épargné pour décrire le penseur clairvoyant de l'avenir radieux de la Roumanie. Sinistre farce, ivre de puissance et de gloire préfabriquée, Nicolae Ceausescu est devenu un dictateur de la pire race. À la fois président de la République, numéro 1 du parti, président du Conseil d'État, chef des forces armées, lui et sa famille vampirisent le pouvoir. Sa femme Elena est vice-premier ministre. Son frère Ilié s'occupe de la défense. Son autre frère, Guillaume, dirige le plan. Quant à son fils Nikou, il veille sur les lendemains prodigieux de la jeunesse enthousiaste. Ces images clandestines prises à la dérobée résument le système économique roumain. Production, exportation, démolition, construction. Ceausescu rêve d'un pays puissant, d'une horizon avec les plus grands, au peuple de construire le rêve du tyran. Alors le peuple travaille, jour et nuit, pour produire toujours et encore. Et cette production industrielle et agricole, toute cette production est vendue à l'étranger pour rapporter des dollars, des millions de dollars et réaliser les fantasmes du fils épidémique de la nation. À Bucarest, les bulldozers ont rasé le 5e de la capitale pour construire le palais présidentiel, monstrueuse pyramide érigée à la gloire de la pensée lumineuse. « 40 000 personnes ont vu leur maison réduite en poussière pour que demain, les dignitaires du régime habitent ces immeubles en marbre. Mais le peuple aussi a droit au progrès. Adieu vieille maison, adieu rue pavée, adieu jardin verdoyant. L'avenir du socialisme est au fond de la cité HLM. À Bucarest, comme dans tout le pays, on rase des quartiers, voire des villages entiers pour construire la cage à lapins du Roumain moyen. Immeuble moderne, fonctionnel, disent-ils. Parfois les toilettes sont dehors, la salle de bain inexistante, remplacée démocratiquement par les bains-douches du quartier. Et l'hiver, le chauffage est absent et l'électricité ne fonctionne que 3 heures par jour. Nicolae Ceausescu veut une nation en béton avec des rues droites, des bâtiments carrés et des têtes vides. Ce programme démentiel a même un nom, il s'appelle la systématisation. En clair, d'ici 10 ans, la moitié des 13 123 villages roumains auront disparu, anéantis à coups de pelleteuse. Quant aux villages survivants, ils seront transformés en centres agro-industriels où s'entasseront les populations déplacées. De la HLM à l'usine, Ceausescu a condamné les Roumains au béton à perpétuité.
Lancée en 1974, la systématisation pourtant connaît des ratés. Ici, dans les montagnes du Nord, les paysans sont moins dociles que les populations urbaines. Bucarest est loin, et dans ces coins perdus, la peur de la milice et de la Securitat, la police politique, ne suffit plus à imposer silence et obéissance. Mais vous avez des machines pour travailler la terre? Oui, il y a des machines, mais quand on connaît l'État. Vous savez, nous, misérables paysans collectivisés, on n'a pas le droit de posséder des machines. Ici, le paysan a tout perdu, ses terres et même sa qualité de paysan. On est obligé de travailler à la chaîne sur les terres de l'État. Alors, on se demande comment on fait. Une exception, Petrova. Ici, la contestation s'est affichée ouvertement. Fin janvier, les villageois sont convoqués à la mairie pour voter à main levée la suppression de leur village. Devant les responsables du parti et de la sécurité, les jeunes, puis les femmes se mettent à contester. Lorsque l'officier de la milice dégaine son arme, les hommes à leur tour prennent leur fourche et la discussion tourne à l'émeute. Pour calmer les esprits, il faudra l'intervention des troupes de sécurité, la venue du premier secrétaire départemental du parti et surtout la promesse que le village ne sera pas systématisé, qu'il continuera d'exister. Aujourd'hui, Petrova est sauvé, presque un miracle. Mais combien de villages comme celui-ci ont-ils été sacrifiés, en partie ou en totalité, sur l'autel de la systématisation? Pour l'instant, quelques dizaines, demain, quelques milliers. Pour réunir les milliards de dollars que coûte l'œuvre impérissable du génie des Carpates, la Roumanie exporte tout ce qu'elle produit. Les fruits, les céréales, la viande, les biens de consommation, et les Roumains, phénomène unique en Europe, connaissent la famine. Partout, les magasins d'alimentation sont vides ou presque. Partout, les queues sont interminables. Ici, à Bucarest, une centaine de personnes attendent depuis des heures devant la boucherie un hypothétique arrivage. À l'intérieur, 2 miliciens, la Kalachnikov en bandoulière. Sur l'étal, quelques sacs de viande. Et quelle viande? Des pâtes et des têtes de poulet, le reste est parti à l'exportation. À la charcuterie, on a plus de chance. Aujourd'hui, on peut choisir entre les pieds de cochon et un substitut du salami. Quant au primeur, le choix est vite fait, ni fruits ni légumes, juste des choux et des oignons. Alors, pour oublier de manger, les Roumains se mettent à boire. Du vin, de l'alcool, de l'eau de vie, n'importe quoi. Pour oublier le froid, la faim, le rationnement. Oublier qu'il y a des enfants de 10 ans qui ne connaissent pas le goût du chocolat. Oublier qu'il faut 2 jours de queue pour obtenir ces 40 litres d'essence mensuelle. Oublier que la vie, dans ce pays, s'est transformée en survie. Aucun secteur n'est épargné, même pas la santé. Service d'urgence d'un hôpital de province. Prétextant une maladie imaginaire, nous demandons à voir un médecin. Il y a 30 ans, la médecine roumaine était une des plus brillantes d'Europe. Aujourd'hui, elle est en ruine. L'équipement est périmé, l'hygiène inexistante, les médicaments sont rares et hors de prix. Les lits d'hôpitaux sont si peu nombreux qu'on refuse l'hospitalisation des malades de plus de 65 ans. Le constat est terrible. Des pays industrialisés, la Roumanie est le seul État où l'espérance de vie régresse. Comment survivre dans cet enfer? Eh bien, les Roumains se débrouillent. Lorsqu'une voiture étrangère s'arrête dans un village, aussitôt c'est l'attroupement. Les femmes demandent des vêtements, des conserves, du savon, de la soupe en sachet, de la lessive, ou mieux encore, un paquet de café, introuvable dans les magasins, ou des cigarettes Kent, car au marché noir, tout se monnaie en paquets de cigarettes. Et on montre le billet pour prouver qu'on peut payer, car ici, on ne fait pas de mendicité. Refusant l'argent, nous sommes contraints d'accepter les présents. Tout ceci en quelques minutes avant l'arrivée de la milice, car rien n'échappe à l'œil vigilant et omniprésent du pouvoir. On va peut-être y aller, hein? Ce jour-là, la chance est avec nous. Le milicien fermait les yeux. Car en théorie, tout contact avec les étrangers est interdit. Pour faire appliquer la loi, la milice et surtout la Securitat. Les agents civils sont partout, dans les rues, les usines, le métro, les files d'attente. Leur travail, écouter, surveiller, espionner. Des milliers de micros sont dissimulés dans les immeubles, le téléphone est sur écoute, le courrier est ouvert, l'espionnite et la délation sont les armes favorites du pouvoir. Conséquence, l'opposition est inexistante, les contestataires sont tués ou exilés, et pourtant, des voix régulièrement s'élèvent. Gabriel Andrescu est biophysicien. Emprisonné à plusieurs reprises, surveillé jour et nuit, il a
entamé la semaine dernière une grève de la faim. La politique de Ceausescu a commencé à peser sur la population à la fin des années 70. Cette dégradation a pris aujourd'hui des proportions gigantesques dans la vie de chaque individu. La vie individuelle, culturelle, spirituelle est atteinte. Depuis 7-8 ans, nous sommes contraints de survivre dans des conditions inimaginables, extrêmement humiliantes, des conditions qui atteignent l'essence même de l'individu et de notre nation. Qu'est-ce que vous risquez là, en ce moment, en acceptant de parler à une caméra de la télévision française? Vous prenez le risque? Bien sûr, je risque tout. Bien sûr, je risque... Bien sûr, ma vie. Vous risquez ma vie. Je sais que ma vie est toujours un risque. Je risque toujours, bien sûr. Est-ce que vous avez de l'espoir pour ce pays? Je crois qu'il y a toujours le régime finira. Mais alors, la vie florira. Un document signé Bernard Vaillot et Ghislaine Zé. Bernard, on le sait, c'est extrêmement difficile de recueillir les témoignages roumains. Comment s'est passé le tournage? Oui, c'est même presque impossible, puisque officiellement, en tant que journaliste, on ne peut pas obtenir de visa pour la Roumanie. Donc on est forcé d'y aller avec un visa touriste, de jouer les faux touristes et de tourner clandestinement. Toutes les images que vous avez vues, les images de queue, de destruction, de chantier, attention, de témoignages, toutes ces images ont été tournées complètement de manière clandestine. Que risque aujourd'hui une personne qui ose témoigner? Très beau. Dans le meilleur des cas, si son témoignage n'est pas trop dénonciateur, dans le meilleur des cas, elle risque d'être déménagée, elle risque de perdre son emploi, ses enfants n'auront peut-être jamais accès à l'université. Et puis dans le pire des cas, par exemple pour Gabriel Andrescu, qui lui est un dissident officiel, pourchassé, surveillé par la sécurité, lui, vous l'avez entendu, il risque sa peau. Il risque sa peau. Rien ne prouve que demain matin, Gabriel Andrescu ne va pas être malencontreusement renversé par une voiture, ou faire une chute dans l'escalier, ou pire peut-être, être victime de la technique Radou. Ça, c'est sans doute la chose la plus ignoble. La technique Radou, c'est très simple. Vous prenez un homme, vous l'incarcérez dans une cellule où se trouve quelque part une matière radioactive. Vous le laissez 1 mois, 2 mois, il est bien irradié, et vous le relâchez. Au bout d'un an, il meurt d'un cancer généralisé, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune preuve. Mais ce qui nous a le plus bouleversé avec Ghislaine, je crois, c'est l'attente de ce peuple. On a rencontré un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu parler de la caméra, mais toutes nous ont dit la même chose. Nous vous supplions, racontez en France ce qui se passe. Il faut que les journalistes occidentaux viennent, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils témoignent, il faut que les hommes politiques occidentaux viennent, il faut qu'ils voient également ce qui se passe, il faut que aujourd'hui que l'Europe de l'Ouest comprenne qu'à 2 heures de vol de Paris, il y a un pays qui subit une dictature. Bernard Vaillot, merci pour ce document.